Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la première d'une longue série, je l'espère, dédiée à l'apprentissage du trading. Je dirais même à la découverte et à l'apprentissage du trading. C'est une série de vidéos que je vais tourner qui aura vraiment pour but pour moi de partager ma passion et pour les débutants notamment, parce qu'il est vrai que ce type de vidéo va surtout s'adresser à des personnes qui découvrent le trading, au pire qui ont un niveau intermédiaire. Après, par contre, je ferai d'autres séries de vidéos, celles-ci qui seront beaucoup plus poussées, que ce soit sur le plan technique, sur le plan money management, sur le plan de la dimension psychologique aussi. Mais voilà, là vraiment la série Apprendre le trading sera dédiée aux débutants et au niveau intermédiaire. Le but étant de s'approprier un petit peu le vocabulaire qu'il y a à connaître dans le monde du trading, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, les différents types de trading, etc. Donc il va y avoir deux vidéos avec un support de présentation comme celle-ci. Donc deux vidéos dans lesquelles on va prendre un peu de hauteur. Je vais expliquer, d'où cette première vidéo, un petit peu ce que sont les marchés financiers, parce qu'évidemment, quand on pense trading, on pense immédiatement marché financier. Il y aura une deuxième vidéo où je vais parler du trading et des différents types de trading, de ce qu'on peut faire dans ce milieu. Et ensuite, il y aura des vidéos quand même techniques où après, je vais vous parler support, résistance, on va aborder les dimensions techniques, etc. Et après, comme je l'ai dit dans un second temps, des vidéos que je n'appellerai plus du coup apprendre les bases du trading, mais des vidéos dans lesquelles on ira un peu plus loin, toujours dans la connaissance et l'apprentissage de ce magnifique secteur, et je dirais même de ce magnifique métier. Alors, sur cette vidéo d'aujourd'hui, ou enfin peu importe quand est-ce que vous la regardez, mais sur cette vidéo introduction au marché financier, l'objectif va être de savoir un petit peu de quoi on parle, parce que c'est vrai qu'on peut tout de suite se lancer et parler trading, mais je trouve que c'est dommage de ne pas le remettre dans son environnement de base, et il est important de comprendre et de savoir de quoi on parle quand on parle de marché financier. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un marché financier? J'ai mis une définition propre à moi, assez basique, mais évidemment je vais la développer. C'est un lieu physique ou virtuel où s'échangent des actifs. Alors, lieu physique ou virtuel, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus des lieux virtuels, même si les places physiques existent. On peut par exemple parler du New York Stock Exchange qui est à New York, dans la fameuse rue de Wall Street. Voilà, mais on est d'accord que la majorité des échanges se font via des plateformes virtuelles, via des brokers, etc. On en reviendra aussi un peu plus tard. Mais voilà, tout marché a commencé par une place physique. D'ailleurs, au départ, les marchés étaient beaucoup des marchés autour de produits alimentaires, de denrées alimentaires, de produits céréaliers, par exemple le riz, qui est l'un des plus vieux marchés, qui est l'un des plus vieux marchés du monde. L'un des premiers d'ailleurs où fut créé les bougies japonaises. Mais là, on en reparlera plus au niveau des dimensions techniques. Mais voilà, donc un lieu physique ou virtuel, aujourd'hui plus souvent virtuel, où s'échangent des actifs. Et de quoi on parle quand on parle d'actifs financiers? Je vous ai listé les principaux. Un petit peu plus loin dans la vidéo, je ferai quelques focus. Mais on a les actions. Je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est des parts d'entreprise. On a des obligations, j'y reviendrai un petit peu. Je parlerai notamment des obligations parce que je vais faire un focus sur les actions et je vais les mettre un petit peu en opposition pour que vous compreniez. Le marché des devises, qui est un marché où on parle des monnaies, type l'euro, le yen, le dollar, la livre sterling. Donc c'est un marché où les monnaies sont cotées par paire. Parce qu'évidemment, il faut une référence pour pouvoir coter la monnaie. Ça fonctionne par paire de devises. Donc, par exemple, on a l'euro face au dollar. L'inverse est vrai aussi, le dollar face à l'euro. Le dollar face à la livre sterling, etc. Le yen face à l'euro. Enfin bref, c'est un marché où toutes les cotations fonctionnent par paire. Les crypto-monnaies, un pur marché virtuel par excellence. Tout y est virtuel dessus, y compris les actifs. J'y reviendrai pas trop parce que moi je traite pas trop les crypto-monnaies, donc c'est pas quelque chose que je conseillerais d'ailleurs pour du day trading, après à voir encore une fois. Et enfin les produits dérivés, vous avez pu en entendre parler aussi. On parle par exemple des options, des futurs et des fameux CFD, Contract for Difference, mais j'en parlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc voilà ce qu'il faut retenir: un marché financier, c'est un lieu où s'échangent des actifs, et parmi les principaux actifs, pardon,
on a ces différentes classes d'actifs-là. Ensuite, à quoi servent-ils? Je pense que c'est pas mal de se penser sur cette question parce que les marchés financiers, à la base, comme tout marché d'ailleurs, ont une utilité. Et leur utilité, c'est de trouver un équilibre entre une offre et une demande. Et sur les marchés financiers notamment, c'est entre une offre d'argent, donc pour ceux qui sont en excès de liquidité, je dirais, qui donc ont de l'argent à investir ou à prêter, ou voir les deux, et ceux qui sont en demande d'argent, donc qui ont besoin d'argent pour soit pour financer, on parle par exemple des États, soit pour financer leurs différentes politiques, les entreprises aussi pour financer leurs projets ou pour se développer, investir en R&D, etc. Donc voilà, les marchés financiers sont vraiment un lieu où on va essayer de trouver des financements pour les uns et on va essayer de trouver des opportunités d'investissement pour les autres. J'ai rajouté un dernier point qui est important, c'est que j'ai mis que ça permet d'apporter un équilibre et une bonne allocation des ressources. Alors c'est vrai que dans un monde idéal, un marché, quel qu'il soit d'ailleurs, mais un marché financier notamment, doit permettre une parfaite, même dans un monde idéal, je dis bien, allocation des ressources. C'est-à-dire que un investisseur, au moment où il doit choisir où est-ce qu'il va placer son argent, il doit avoir toutes les informations en main. Et surtout, il doit avoir toutes les informations que tout le monde a. C'est-à-dire que il ne doit pas y avoir de personnes, et on parle de délits d'ici notamment, de personnes qui sont au courant d'informations que la majorité des gens n'ont pas, ce qui là est une fraude. Donc voilà, dans un monde idéal, un investisseur, il doit avoir toutes les informations, enfin tout le monde doit être au même niveau, tous les investisseurs doivent avoir la même transparence au niveau des informations, la même rapidité au niveau de la circulation de l'information également. Donc voilà, ce qui fait qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Et lorsqu'on investit, on le fait en tout état de cause. Si on veut chercher du rendement et vraiment gagner beaucoup d'argent, on va aller sur de la prise de risque. Et on sait qu'on va sur de la prise de risque. Donc avec une possibilité de perdre son argent, mais une possibilité aussi de gagner gros. En revanche, si on veut faire un investissement de bon père de famille, et ben là on va plutôt rester sur des investissements sûrs avec un rendement moyen ou faible, mais un rendement sûr où on ne perdra pas son argent et on arrivera quand même à le faire travailler. Donc ça je pense que c'est l'objectif des investisseurs à déterminer. Il peut y avoir une partie de son portefeuille qui est sur de la prise de risque, une autre partie de son portefeuille qui est sur de la gestion bon père de famille, comme on dit. Donc voilà, mais retenez bien que les marchés financiers servent à apporter un équilibre entre ceux qui sont en excès de liquidité et ceux qui sont en demande de liquidité. Alors comment fonctionne-t-il? Je pense que vous l'avez compris de par les différentes classes d'actifs qu'on a vues, mais il n'y a pas un seul marché financier, mais il y a des marchés financiers. Et donc on peut les classer par actifs, on les a vus tout à l'heure. On peut les classer également par lieu géographique. Par exemple, le marché des actions aux États-Unis n'est pas exactement le même que le marché des actions en Europe, et notamment en Allemagne, notamment en France. Il y a des règles du jeu qui peuvent être différentes, notamment par exemple les horaires d'ouverture et de fermeture. Donc voilà, chaque marché a ses propres règles. Le marché du Forex, qui est le marché où s'échangent les paires de devises, par exemple l'euro face au dollar, bah, c'est un marché qui va coter 24 heures sur 24. Le marché des crypto-monnaies, idem. C'est un marché qui va coter 24 heures sur 24. Le marché, en revanche, des actions américaines, c'est un marché qui va coter de 9h30 heure de New York jusqu'à 16h ou 17h, si je ne me trompe pas, jusqu'à 17h heure de New York également. Donc voilà, chaque marché a ses propres règles. Et on a des marchés que l'on appelle également régulés et des marchés qui ne sont pas régulés. Aujourd'hui, le marché de la crypto-monnaie n'est pas encore régulé. Donc en termes de transparence, d'information, etc., il n'y est pas encore. Non pas que les marchés régulés comme les marchés actions sont parfaits, mais il y a quand même une grosse obligation. Il y a derrière des autorités de marché. On parle de l'autorité des marchés financiers, par exemple, au niveau français. On a la SEC au niveau américain, qui sont des organismes qui sont là pour s'assurer que les marchés fonctionnent bien et correctement et qu'il n'y ait pas de personnes qui soient plus avantagées par rapport à d'autres. Le but, c'est que tout le monde soit au même niveau, comme je l'ai dit précédemment. Donc, voilà un petit peu comment fonctionnent les marchés financiers.
Focus sur les produits dérivés, parce que si vous débutez dans le trading, vous allez obligatoirement en entendre parler. Donc, j'en ai mis trois en évidence. Deux, pardon, en évidence. Et je vais surtout en parler d'un. Ça va être les CFD, qu'on appelle Contract for Difference. Alors, les CFD, en fait, c'est tout simplement En fait, il y a assez peu de différence entre le CFD et son sous-jacent. Son sous-jacent, c'est-à-dire que le CFD va être basé sur un actif qui est coté. Par exemple, ça peut être des paires de devises, ça peut être des indices boursiers également, comme le CAC 40, comme le S&P 500. Quand on parle d'indice boursier, en fait, c'est un indice qui va donner la tendance globale d'un marché. Donc le CAC 40 va donner la tendance globale des 40 plus grosses entreprises cotées en France. Le S&P 500 va donner la tendance des 500 plus grosses boîtes cotées aux États-Unis. Et le Dow Jones, qui est l'un des plus connus, qui pourtant n'est pas le plus intéressant, mais qui est quand même très suivi, va donner la tendance des 30 plus grosses entreprises, je dirais plutôt de nature industrielle, aux États-Unis. Donc voilà, retenez bien ça. Et on va trouver beaucoup de CFD sur les indices, sur les actions également, sur les paires de devises, un peu sur tout ce qui est coté d'ailleurs. Quel est l'avantage des CFD? Déjà, il faut savoir que les CFD permettent un gros effet de levier. Et je l'ai mis ça comme les futurs d'ailleurs. Les futurs qui sont des actifs qui sont cotés en prévision d'une échéance future, d'où le nom futur justement. Et ils permettent un levier important, c'est-à-dire que par exemple avec 5000 euros, si vous avez un levier de x20, vous pouvez trader avec l'équivalent de 100 000 euros. C'est le broker, le courtier qui vous donne cette possibilité-là. Par contre, sur un levier de x20, un mouvement de 5% dans le mauvais sens vous fait perdre tout votre argent. Je pense que j'y reviendrai un petit peu plus longuement dans une vidéo où je vais approfondir un petit peu les produits dérivés, notamment les CFD et les futurs, parce que c'est important de comprendre que oui, quand vous avez un petit compte, la possibilité de trader avec 50 000 ou 100 000 euros en ayant seulement 5 ou 10 000 euros sur le compte, ça peut faire rêver. Par contre, c'est pas conseillé quand on veut devenir professionnel et quand on est sérieux, parce qu'un levier aussi important, il y a beaucoup plus de chances qu'on soit broke, c'est-à-dire qu'on plie son compte, qu'on coule son compte, qu'autre chose. Et d'ailleurs, il faut savoir que les CFD, pourquoi c'est pas forcément sur des marchés régulés, le sous-jacent, lui, sur lequel est basé le CFD, est évidemment coté sur un marché régulier, mais par contre, le CFD, c'est souvent un produit émis par le broker. Donc, il n'y a pas réellement de marché. Le produit du broker va suivre les variations du marché de l'actif qui est réellement coté, mais c'est un produit qui vous est fourni par le broker. Donc, lui, il a tout intérêt, malheureusement, c'est là que je trouve qu'au niveau des CFD, on parie quand même contre le broker. Il a tout intérêt finalement à ce que vous couliez votre compte. Parce que, ok, il va prendre des commissions sur les achats et sur les transactions, mais là où il gagne le plus, c'est quand vous coulez votre compte, évidemment. Parce que là, tout l'argent lui revient à lui, vu que c'est un marché qui est créé de toutes pièces, quasiment, quelque part, le CFD. Donc voilà, soyez extrêmement prudents sur les produits dérivés. Il y en a qui sont intéressants, il y a des brokers qui sont sérieux, ça aussi c'est important de le dire. Il y a des brokers chez lesquels on peut euh, trader le CFD sans trop de problèmes, c'est sérieux au niveau des risques, etc. Il y a des effets de levier qui ne sont pas démesurés, on peut avoir du x4, x6, x8. Pardon, un petit peu malade, mais ça va. Donc voilà, faites attention quand même par rapport à ça, sur les produits dérivés quand vous voulez vous lancer dessus. Regardez bien les bons courtiers. Je ferai également une vidéo sur d'ailleurs comment choisir les courtiers sérieux, les courtiers régulés, c'est important. Et voilà sur le thème du produit dérivé. Focus sur les actions également. Ça, c'est un marché que je connais particulièrement bien parce que c'est mon marché de référence, c'est celui sur lequel je trade, c'est celui sur lequel j'opère. Donc c'est un marché que je connais très très bien. Donc c'est un des moyens de financement privilégiés par les entreprises. Euh, Lorsqu'une entreprise va se développer et a besoin d'argent, elle a plusieurs possibilités. Évidemment, elle peut aller voir les banques, ça ok. Elle peut émettre donc sur le marché financier si sa taille lui permet, si elle remplit toutes les conditions. Parce qu'encore une fois, sur les marchés régulés, lorsqu'on veut être introduit en bourse ou lorsqu'on veut émettre des obligations ou des actions, il faut respecter tout un protocole, tout un cahier des charges
pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc lorsque l'entreprise peut le faire, à la taille suffisante, à la transparence suffisante, à la qualité des bilans, etc., tout est clean et que les autorités compétentes lui donnent le droit d'émettre des actions et des obligations, elle a donc ces deux possibilités supplémentaires. Donc elle a trois possibilités, bon, il peut y en avoir d'autres, mais grosso modo, hein, elle a trois possibilités, soit aller emprunter auprès des banques, hein, si évidemment les propriétaires veulent plus investir dedans ou n'ont plus d'argent, soit investir, soit donc demander un prêt auprès de la banque, soit émettre des obligations qui sont une forme de prêt en réalité, mais qui est directement émis auprès des marchés financiers. C'est-à-dire que c'est un titre, une obligation avec un nominal, un capital. Voilà, on va par exemple avoir besoin de, je sais pas, de 50 000 euros. On va donner une échéance, un taux de rémunération sur par exemple 2, 3, 4, 5 ans. Et en fonction de l'entreprise, de sa solidité, de sa pérennité, etc., elle aura un taux comment dirais-je, elle aura un taux d'intérêt plus ou moins élevé sur les marchés financiers. Et c'est pour ça qu'on se retrouve sur les marchés financiers avec certains États sur même des intérêts négatifs, même si je ne comprends pas trop l'intérêt pour un investisseur de placer là-dedans. Mais bon, parce que c'est tellement sûr de récupérer son argent, il y a tellement peu de risques finalement sur l'emprunt qu'on se retrouve sur des intérêts négatifs. Donc c'est vrai que les obligations peuvent être utilisées par les entreprises, hein, sont surtout utilisées par les États, les États-Unis, les États européens, etc. Tous ceux qui ont besoin de financement, j'ai presque envie de dire tous les pays du monde quasiment. Donc utilisent les obligations pour financer leurs différentes politiques. Donc voilà, et on a comme troisième possibilité de financement pour une entreprise, hein, c'est pas le cas pour l'État évidemment, pour une entreprise, c'est d'émettre des actions. Donc une action, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une part de l'entreprise qui donne droit à des bénéfices, qui donne droit à un droit de vote, justement. Et bon, il est sûr que si vous achetez 5 actions Apple, vous n'allez pas vous pointer au conseil d'administration et faire valoir vos 5 droits de vote qui se courent après. Mais voilà, c'est une possibilité pour l'entreprise d'accroître son capital en donc faisant rentrer de nouveaux investisseurs, de nouveaux actionnaires. L'avantage pour l'entreprise, c'est que c'est pas un crédit. C'est pas un emprunt. Donc, il n'y a aucune obligation, je dirais même qu'en général, c'est jamais remboursé. C'est une part de l'entreprise qui est émise. Donc, l'investisseur ou le nouveau actionnaire va l'acheter parce qu'il va espérer de la rémunération. Il va espérer aussi également l'augmentation de la valeur de l'action, s'il pense qu'il y a du potentiel dans l'entreprise. Et il va espérer aussi une rémunération annuelle. Bon, je crois que c'est surtout trimestriel, les rémunérations d'actions, mais ça dépend des entreprises. Mais voilà, il va attendre deux choses principalement: l'évolution positive de la valeur de l'action, bien évidemment, et une rémunération correcte, donc ce qu'on appelle des dividendes au titre de la détention de ces actions. Il peut y avoir parfois d'autres objectifs, mais là on parle de gros investisseurs pour de la prise de pouvoir ou avoir en tout cas son mot à dire au niveau du conseil d'administration. Mais voilà. De l'autre côté, l'obligation de l'entreprise, évidemment, de continuer à rester transparente, à pas maquiller les bilans. Ça, on a pu en entendre parler, on parle de comptabilité créative, notamment dans ce cas-là, quand une entreprise va chercher un petit peu à maquiller ses bilans. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que la seule obligation, c'est de partager ses bénéfices, d'accepter de partager du pouvoir, mais ça va avec l'action. Mais en revanche, pour une boîte, il n'y a aucune obligation, et voire même c'est pas fait pour ça, c'est pas prévu pour rembourser l'action. Après, lorsque vous voulez vendre votre action, vous le pouvez, ça se fait sur ce qu'on appelle un marché secondaire, le marché classique de l'action en réalité, parce que lorsqu'elle va émettre de nouvelles actions, elle va donc aller en bourse, et la première émission d'actions que va faire directement l'entreprise pour les nouveaux actionnaires, c'est ce qu'on appelle le marché primaire. Ensuite, il y a un marché secondaire qui est 99% des volumes des actions, qui est en réalité le marché de l'occasion, si on peut dire, où là, tout de suite après, une fois que l'entreprise a émis, par exemple, elle devait, je sais pas, émettre 200 000 actions à 100 euros, une fois qu'elle a terminé de faire la distribution de ces actions au prix annoncé, et ben tout de suite derrière commence le marché de l'occasion, où là, le marché secondaire, donc, où là, les investisseurs s'échangent les actions entre eux. Donc là, après, c'est plus l'entreprise qui rachète ses actions. Ça, c'est fini, elle les a laissées. C'est ensuite les actionnaires qui veulent les garder plus ou moins longtemps, qui veulent les échanger, s'en séparer pour en acheter d'autres. Donc voilà. Je trouve ce marché fascinant, magnifique, parce que je trouve que le marché, notamment des États-Unis, est extrêmement dynamique et c'est un vrai plaisir pour le trading.
mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, je voulais faire un focus sur les actions parce que on peut en parler beaucoup, même si je trouve pas que ce soit au final l'actif le plus en vogue pour le trading, alors que je trouve que moi, personnellement, c'est le plus magnifique. Mais encore une fois, ça, c'est une question de goût et de couleur et c'est très personnel. Donc voilà ce petit focus. Comment y accéder? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, accéder au marché financier, peu importe de quoi on parle, devises, crypto-monnaie, actions, c'est devenu extrêmement facile. Énormément de plateformes et de courtiers sont accessibles, même avec un tout petit capital. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans la sélection de son broker. Mais même avec un tout petit capital, 100 euros, 500 euros, 1000 euros, on peut ouvrir un compte chez un courtier et commencer à opérer sur les marchés. Bon, bien souvent sur les produits dérivés, mais je veux dire même sur un marché classique comme type les actions ou les devises, etc. Donc voilà, une simple connexion Internet suffit. C'est vrai qu'on est dans une ère où il est extrêmement facile de se lancer dans le trading ou dans l'investissement boursier. Et c'est l'une des difficultés aussi, c'est que plus on est nombreux, plus la concurrence est élevée et plus il est difficile de percer et de réussir à devenir trader professionnel, quoi. Je pense que il faut bien garder en tête et ne pas trop écouter les vendeurs de rêves et savoir qu'aujourd'hui, il est important de savoir où on va et de bien se former avant d'opérer sur les marchés. Mais c'est ce que vous faites en regardant cette vidéo, donc parfait. Et je vous invite du coup à continuer à aller voir la vidéo numéro 2 sur apprendre les bases du trading, où là, bah, on va parler trading, on va rentrer dans le vif du sujet et comprendre un petit peu toutes les branches qu'il peut y avoir autour du trading. À tout de suite.